Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre en or de Goupil pour une nouvelle vidéo, mon retour d'expérience sur la Pocket 2, une petite caméra que je vais continuer d'utiliser et qui me servira tout le temps je pense jusqu'à ce que elle ne marche plus. C'est pas la meilleure des caméras du monde, mais pour ce qu'elle fait c'est quand même assez intéressant et je vais revenir sur beaucoup de points en vidéo, mais comme c'est une caméra que j'utilise pas en photo parce que j'ai déjà l'A7 III et le R6 et son mode de fonctionnement ne m'intéresse pas forcément, à la fois dû à son petit capteur qui va faire que la profondeur de champ est très élevée. J'aime bien la profondeur de champ, mais à un tel point pas forcément. Ça peut être utile en vidéo, notamment lorsqu'on veut faire, des prises de vue de forêt ou de choses dans le genre. On a besoin que tout soit à peu près net, et du coup c'est vraiment très net sur la Pocket 2 suivant bien évidemment les conditions de lumière, mais c'est dû à son capteur. Mais du coup, en fait, ce qui m'embête principalement avec la photo sur la Pocket 2, c'est que la Pocket 2 va avoir ce qu'on appelle un quad Bayer sensor, donc un capteur d'image à matrice quad Bayer. Donc en fait, c'est 4 pixels qui en forment un seul pour comment faire un capteur 16 millions de pixels qui peut devenir en photo un capteur 64 millions de pixels. Donc on a l'avantage en vidéo des 16 millions de pixels, mais on peut extraire éventuellement beaucoup plus en photo. Le problème que j'ai avec ça, c'est que ça va embêter les dématrisseurs, notamment Lightroom, donc on aura un peu le même effet qu'on aura sur les Fujifilm avec ça. Alors pourquoi? Parce que comme c'est une matrice quad Bayer, en fait c'est le logiciel ne peut pas la reconnaître comme étant une matrice de Bayer, puisque évidemment on a 4 pixels au lieu d'un seul, et donc ça, il va pas faire le process de la même façon, et donc ce que ça génère notamment, c'est, en termes de netteté, on va avoir des petits problèmes de vert qui va apparaître si on augmente le piqué, ou si on a beaucoup de piqué, donc comme c'est un capteur avec beaucoup de profondeur de champ, on va voir ça automatiquement à 100%, donc je préfère mieux ne pas m'en servir, et je préfère de toute façon le plein format pour faire de la photo. Donc voilà, ce sera un test ou un retour d'expérience, surtout juste en vidéo sur cette Pocket 2. La première chose qui va être impressionnante avec la Pocket 2, c'est le Creator Kit qui est à 500 €. La Pocket 2 est de base à 369 €, et du coup on n'a pas le micro, on n'a pas la Do It All Handle ou la poignée multi-usage comme c'est dit en français ou dans le boîtier lorsque vous l'utilisez. Vous n'aurez pas le trépied il me semble, vous aurez donc et vous n'aurez pas la lentille grand angle, donc vous aurez juste de quoi adapter à un smartphone en Lightning ou en USB-C. Moi je conseille ça plutôt aux utilisateurs de de iPhone, à savoir qu'il a été débloqué par un iPhone 6, mais mon Android qui est censé marcher avec la version qui convient pour ça ne marche pas correctement, et puis il y a des petits problèmes entre Android et DJI, donc c'est plus facile d'utiliser un iPhone avec ces trucs là. C'est pas de la promotion, mais c'est cette façon là où ça marchera le mieux. Et bien évidemment, du coup, il faut le débloquer avant de pouvoir l'utiliser, donc j'en reparlerai après, mais le Creator Kit est quand même vraiment très très utile. Pour rappel, du coup, comme je vous l'ai dit dans l'autre sens, on a le micro externe, la Do It All Handle qui est notamment, la poignée multi-usage qui va vous permettre d'utiliser bien évidemment le micro wireless, je sais pas pourquoi je dis bien évidemment. On aura le trépied qui est assez utile, le seul petit problème c'est qu'il se dévisse assez vite, donc il faut de temps en temps ou assez souvent le revisser, mais il suffit d'avoir une pièce pour ça. Et le dernier accessoire qu'il va vous falloir, donc en plus des 500 €, mais c'est des cartes vraiment très très peu chères, c'est de prendre une micro SD. Les V30 marchent toutes, mais celle que j'ai c'est une 128 Go SanDisk Extreme Pro. Donc c'est la plus facile à trouver, et 128 Go ça va vous permettre d'être assez large avec la Pocket 2. Elle fait des fichiers tout petits, donc peut-être qu'il n'y a pas forcément énormément de mégabits par seconde, mais au moins ça vous permettra de faire assez de vidéos. La batterie peut en théorie faire 1h47, c'est à peu près ce que j'ai constaté en général, ça doit aussi dépendre des conditions de température. Donc voilà. Et donc pourquoi l'acheter directement comme ça? C'est parce que les accessoires, c'est pareil, sont vraiment très chers. Par exemple, la poignée multi-usage vaut déjà 100 € tout seul. Et donc au final, si vous voulez avoir le tout, c'est mieux de l'acheter directement. À l'usage, on dit que c'est
pocket, mais pas forcément toujours. C'est bien d'avoir des grandes poches pour pouvoir mettre ça, et il vous faudra pas forcément le mettre directement dedans, puisque c'est pas très sécurisant d'avoir la nacelle qui bouge comme elle veut, puisque elle est pas bloquée, mais c'est mieux, puisque au moins ça évite qu'elle s'abîme assez rapidement. J'ai constaté que c'était une peinture très très légère, puisque la gimbal, la nacelle est en métal, et donc ça s'use vraiment très très vite. La mienne a des petites blessures de guerre déjà, puis même déjà dès le début, il me suffisait juste de toucher des trucs avec pour que ça parte. Il y a beaucoup de gens qui disent que la lentille grand angle, elle va facilement s'enlever. Moi, j'ai pas trop constaté ça, même quand j'ai réussi à faire décrocher la nacelle. Donc vous verrez ça dans les exemples de vidéos que j'ai fait en comparaison du R6 et du A7 III, et elle s'en sort plutôt pas mal, la Pocket 2, sachant que ça m'a permis, la Pocket 2, de m'améliorer notamment dans la colorimétrie de mes autres appareils photo, parce que je me suis dit, si la Pocket 2 arrive à le faire, les autres arriveront à le faire. Mais c'est pour dire que le niveau est déjà très très bien de base là-dessus, mais du coup la lentille grand angle ne se barre pas facilement. Il y a juste une fois où j'ai tapé un arbre avec une petite branche en sautant, donc je faisais pas le malin, et j'ai quand même retrouvé la lentille grand angle, mais c'est vrai qu'elle pourra partir, mais elle est jamais partie du logement qui est magnétisé à l'intérieur, à savoir que vous avez un emplacement là-dedans pour pouvoir la mettre. Donc je vais peut-être vous le montrer, hop, qui est ici, si on peut le voir là. Fais le focus, tu vois toujours ma tête. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le lensing ne me permet pas de voir si je suis net ou pas. Je vois le carré autour de ma tête, mais quand je fais le focus ailleurs, je vois absolument rien. Et donc du coup, l'intérêt vraiment de ce Creator Kit, c'est que contrairement par exemple à l'A7 III que j'ai ici, c'est vraiment très facile à utiliser. Je pourrais même m'en servir au final ici. Je vous montrerai peut-être ce que ça donne juste après pour une prochaine section. Mais vous avez juste à sortir la Pocket 2, vous avez déjà l'écran où vous pouvez vous voir, vous avez le micro wireless que vous avez juste à connecter, à allumer, et il s'appare tout seul à la Pocket 2, et vous êtes parti directement pour faire des vidéos, alors que par exemple la 7 III, je suis obligé de mettre le lensing, donc c'est un miroir à 45 degrés qui me permet de voir l'écran qui est derrière, mais évidemment, ça maximise pas forcément la netteté, donc je vois que je suis net à peu près, parce que la caméra met une petite boîte autour de ma tête, alors que sur la Pocket 2, bien que l'écran soit petit, on se voit très très facilement dedans, et ça c'est ça qui va être vraiment très intéressant avec ça, c'est le truc le plus pratique à utiliser au-delà d'un smartphone. Et c'est vrai que la plus grosse comparaison qu'on pourrait faire avec cette Pocket 2, c'est d'utiliser un smartphone. Moi, j'ai pas de smartphone assez performant pour se comparer avec la Pocket 2, mais c'est vrai que c'est une question que vous pourriez vous poser. Et si vous êtes amateur de GoPro, peut-être que vous n'utiliserez pas ce genre de petit outil, parce que pour les sports extrêmes, moi en sautant j'ai déjà décroché la nacelle, donc c'est pas qu'elle va s'abîmer, mais que votre vidéo va se bloquer et la Pocket 2 va se mettre en sécurité. Donc voilà, c'est peut-être mieux de ce côté-là, si vous voulez utiliser ça dans des conditions un peu particulières, de prendre une GoPro. Je trouve que pour randonner, ça donne quand même un meilleur résultat. La colorimétrie est bien meilleure, avec quelques petits défauts, parce que même du coup, quand je retouche bien le Sony, j'ai l'air un peu d'un cadavre, donc il faut que je revienne un peu en arrière pour rendre ça un peu plus joli, et donc j'ai encore du travail à faire là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir avec une Pocket 2, c'est que ce sera un rendu bien moins, bien plus réaliste qu'une GoPro par exemple, mais souvent un peu trop sur le côté. Si vous avez des petits problèmes de peau ou de cerne, ça se verra un peu beaucoup avec cette Pocket 2. Donc du coup là vous pouvez voir ce que ça va donner sur la Pocket 2. Donc je l'ai installé, j'ai le micro cravate, le micro wireless, pas micro cravate, micro wireless, et j'ai pas mis de micro cravate dessus, donc il y a juste le petit Dead Cat dessus, et vous pouvez voir ce que ça donne en termes de son avec la Pocket 2. Donc comme vous voyez, lorsqu'il y a un éclairage correct, à savoir que c'est une LED qui est censée essayer de matcher la lumière du jour, que je mets à 5500 Kelvin. Je pourrais le mettre à 5600 comme à 5200, mais je préfère mettre ça comme ça, et du coup ça reste quand même assez intéressant. Le seul truc que je trouve problématique, c'est qu'il y a quand même un peu de profondeur de champ, et donc on voit un peu ce qui va distraire derrière. Je ne vous conseille pas de regarder, il faudrait que je range
un peu. Et donc voilà ce que ça va donner en général si vous voulez vous en servir pour à peu près tout faire, hein, à la fois vlogger et faire de la vidéo à l'intérieur. Si vous avez de l'éclairage, ça peut quand même marcher correctement, mais on n'aura pas ce petit, comment dire, cette petite séparation qui va faire que vous êtes plus attiré par ce que vous voyez, par la personne qui est en train de filmer que par tout ce qui se passe autour. Donc je vais parler maintenant de la vidéo sur la Pocket 2, hein, ça tombe bien, je suis en train de filmer avec. Alors on peut avoir un mode pro, donc en fait c'est basiquement celui qui vous servira en photo et en vidéo à pas être en automatique, même si vous pouvez régler le mode pro en automatique. Ce que ça va vous permettre d'accéder en vidéo, c'est au Disney Like, c'est un espèce de semi-log, ça ressemble plus à un HLG que vraiment un log, puisqu'on a déjà des couleurs qui sont correctes, mais on peut les retoucher un petit peu plus. Et le problème que ça va poser comme étant un espèce de log hybride, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dynamique dedans, et lorsque on regarde, ou que je regarde les waveforms sur Premiere, et il y a beaucoup de choses qui sont écrêtées, certes à 100%, donc c'est plutôt pas mal, sauf qu'on a vraiment un écrêtage, et donc il y a des choses qui disparaissent. Donc en intérieur, ça ne posera pas de problème. Mais lorsque je suis en extérieur, il faut que ce soit super bien exposé pour que ce soit correct, et par bonheur, ça marche souvent plutôt bien, ça va bien se concentrer sur les visages, mais c'est souvent au détriment du ciel. Après, si on n'utilise pas correctement d'autres caméras comme le A7 III ou le R6, le R6 qui peut, par exemple, lorsque vous verrez la comparaison, le R6 est trop exposé, il est trop surexposé, donc j'ai pas réussi à récupérer le ciel, donc même si on a plus de dynamique, c'est pas forcément assuré d'avoir des meilleures images que sur la Pocket 2, mais je tenais à le signaler, les hautes lumières sont quand même assez mal traitées par la Pocket 2, alors que les basses lumières, c'est plutôt correct. Même si, comme le capteur est petit, on aura souvent un problème de bruit à l'intérieur. Donc pas forcément beaucoup de détails, mais ça sera plus naturel à retoucher que de ne pas avoir d'informations dans le ciel. Je ne sais pas aussi si vous pouvez l'entendre, mais le micro wireless, bien qu'étant de bonne qualité, le préampli pourrait être un petit peu meilleur sur la Pocket 2, mais je trouve que c'est totalement correct. Le problème que je vais avoir, c'est qu'il y a des problèmes de stabilité du Bluetooth, donc il y aura forcément des craquements à un moment donné. Je ne sais pas à quoi c'est dû, puisque normalement, si c'était bien fait, il n'y aurait aucune interférence. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en avoir quand j'avais un mauvais préampli, donc c'est peut-être un problème de préampli sur mon Z6 notamment qui prenait, ou mon 80D qui prenait un peu ce qui se passait dans la maison, les trucs électriques, et donc ça arrivait dans le micro et c'était mal traduit par le préampli. Donc je sais pas à quoi c'est dû, mais des fois il y a des espèces de craquements et ça arrive, c'est aléatoire, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Donc je me pose un peu des questions sur la raison qu'a la Pocket 2 de faire ça, parce que c'est pas, je parlais d'électricité, mais ça m'arrive aussi en forêt alors qu'il y a absolument rien. Donc c'est peut-être un petit peu dommage si vous comptez vraiment avoir un son très correct et que ce soit peut-être utilisable professionnellement parlant. C'est impossible à supprimer et ça passe de toute façon au-dessus du son des voix, donc c'est impossible à corriger. C'est peut-être un petit peu dommage, mais voilà, c'est comme ça sur cette Pocket 2. Donc revenons à la vidéo. On aura juste deux possibilités, donc soit la mettre tout en manuel, soit la mettre en tout auto. Donc on peut mettre manuel avec des ISO automatiques, mais le problème c'est que le Disney Like, il ne peut faire que de 800 à 1600 ISO, donc on est sur une plage assez restreinte. Et en extérieur, souvent, ce que j'ai constaté, donc comme vous allez le voir avec la comparaison avec le A7 III, pour le matcher, en fait ce que j'ai fait, c'est d'essayer de voir en manuel, puisque le A7 III est un peu embêtant pour ce qui est de des réglages perso. Donc mon réglage perso est en manuel, j'ai préféré rester en manuel, et comme ça m'a permis de voir à peu près ce qu'il faudrait à la Pocket 2 en extérieur pour que ce soit correct. Et je pense que l'obturation est souvent dans les 1 demi-dixième de seconde en vidéo, donc on est loin de la loi des 90 degrés, donc on est très très net, mais il peut y arriver qu'on ait un aspect assez irréel de la vidéo en 24 images par seconde. Ce sera un peu atténué alors ce qu'on va avoir comme FPS, on aura 24, 25, parce que le NTSC est mêlé au PAL, 30, 48, je sais pas pourquoi, 50,
et 60 images par seconde. Donc si vous utilisez la poignée connectée, donc la Dual Handle, donc si vous voulez utiliser le micro, vous ne pouvez pas accéder au Disney-like en 60 images par seconde. Donc moi ça me dérange pas forcément, puisque c'est souvent lorsque je veux filmer des objets et je suis pas forcément à vouloir un rendu, comment dire ça peut être beaucoup plus saturé et se séparer du reste de la vidéo, parce que je montre quelque chose en particulier et après je reviens à moi, donc ça me dérange pas d'avoir des différences de ce côté-là, puisque ça me permettra aussi de marquer la différence. Mais ce qu'il faut savoir du coup, c'est que vous n'avez pas en 60 images par seconde ce Disney-like avec la poignée. Donc si vous voulez du son correct, et pas 60 images par seconde si vous voulez le Disney-like. On est de retour sur le A7 III et vous voyez que même en l'intérieur, si on a une bonne LED, on peut utiliser cette Pocket 2 de manière assez facile. Donc certes, on aura beaucoup de profondeur de champ, donc pour certains ça voudrait dire que c'est une caméra pas professionnelle et donc c'est pas très intéressant. Pour moi c'est pas vraiment ça le problème, hein. Si moi j'utilise beaucoup de plein format, notamment en vidéo, parce que en photo c'est parce que j'y suis habitué depuis très très longtemps, donc j'ai pris l'habitude des focales et donc voilà, c'est une habitude, mais en vidéo ça a surtout été une question de haut ISO et de pouvoir me prendre dans mon garage, notamment lorsque j'ai pas de lumière, de façon correcte pour pouvoir faire mes vidéos, notamment sur mes instruments de musique qui sont sur l'autre chaîne. Et du coup, en fait, cette Pocket 2, c'est un peu pour moi un retour en arrière, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que par pleine lumière, donc j'ai des exemples que je vais vous montrer peut-être maintenant du coup. Donc là, je voulais un peu tester, de vous montrer ce que ça donne en comparant la A7 III avec la Pocket 2 en pleine lumière, donc en situation avec un ciel qui va être plutôt beau. C'est là où la Pocket 2 normalement aura le plus de facilité, donc c'est pour ça que je le montre, et c'est pour montrer qu'il y a une différence avec les smartphones que vous allez avoir avec la Pocket 2, c'est que la colorimétrie, je ne sais pas comment elle fait DJI, est vraiment très très bonne, hein. Je vais essayer de matcher le S-Log 2 sur le A7 III. Donc le seul problème qu'il va y avoir avec cette Pocket 2, c'est que en fait on est toujours à 1.8, donc j'ai essayé de matcher le A7 III à 1.8 et donc je suis à 1/2 millième de seconde. Oui, je suis resté en manuel ISO auto parce que c'est ça aussi le problème, par exemple, d'avoir un A7 III, c'est que je vais être obligé d'aller voir dans tous les menus, puisque les menus en photo ont une transition en vidéo, ça sera exactement la même chose. Donc il faut que je me règle sur la priorité des visages, ce que je fais pas en photo, puisque j'ai un bouton dédié, absolument tous les profils. Et donc je préfère mieux rester sur mon profil personnalisé, donc je l'ai mis en manuel 1 à 2 millièmes de seconde. Et donc ça match un peu ce qui devrait arriver sur la Pocket 2, vu que l'ouverture étant fixe, on est obligé d'avoir de la vitesse assez énorme lorsqu'on est auto, et c'est pour ça que je reste en auto sur la Pocket 2. C'est que je suis vraiment obligé de rester en ISO auto, mettre tout auto, et lorsqu'on est en Disney-like, donc qui va me permettre de pouvoir retoucher à peu près comme je veux l'image, et ça me donne que entre 800 et 1600 ISO, me semble-t-il, donc c'est un peu compliqué. Donc là on est à 20 mm sur les deux, donc là je suis avec le Sony A7 III et la Pocket 2. Je dois avoir l'air d'un homme stupide, puisque d'un côté j'ai mon Sirui et de l'autre côté j'ai la Pocket 2. Donc s'il y a une petite variation entre les deux, c'est que le plan focal n'est pas au même endroit sur les deux. J'ai le Sirui d'un côté pour pouvoir tenir correctement le A7 III, et donc vous pouvez voir la différence entre les deux. Donc je suis à 1.8 sur les deux, en automatique sur les deux, ce qui va demander sur le A7 III de faire une grosse galère, alors que sur cette petite Pocket 2 c'est assez simple à régler. Bon, le seul problème souvent sur la Pocket 2, c'est qu'il y a plein de boutons qui servent à faire la même chose. Donc on a un bouton à côté du joystick qui sert de passer de photo à vidéo, et si on l'appuie 2 fois, je ne sais plus ce que ça fait. Donc si je fais ça, je passe en FPV, voilà, c'est ça. En fait, si j'appuie une fois, je change le mode de suivi de la nacelle. Donc là c'est suivre, donc on va avoir pas le même mouvement puisqu'on a la nacelle sur la Pocket 2. Et si j'appuie 2 fois, ça va changer le mode entre utiliser le joystick
pour la nacelle et utiliser le joystick pour zoomer dans l'image. Du coup, c'est un peu plus lourd de ce côté-là, je ne peux pas changer de main comme je fais d'habitude. Mais là, vous pourrez vous apercevoir ce que ça fait en termes de stabilisation et bien évidemment de qualité d'image. Quoique là, je suis sur le S-Log 2, j'ai l'habitude de l'utiliser en mode semi-manuel, alors que là, il est beaucoup plus sombre. J'avais mis à +1 la composition d'exposition, mais comme il est en mode priorité ouverture avec les yeux auto, il fait ce qu'il veut, donc on verra lequel est le mieux des deux. Moi je pense que bien évidemment en stabilisation ce sera la Pocket 2, mais en qualité d'image ce sera la 7 III, mais on verra ça. Donc là je suis passé sur le R6 du côté où j'avais la Pocket 2 avant, et là je suis sur la Pocket 2, donc tous les deux sont dans leur mode surtout la Pocket 2 dans le mode grand angle, et là ça va être un peu chiant puisqu'il faut que je saute. Youhou, hop là. Donc là, j'ai eu un petit problème avec la Pocket 2, j'ai sauté, j'étais un peu trop violent, et elle me l'a jamais fait ça, sauf qu'elle s'est mise en mode protégé, sauf qu'elle a bloqué la lentille grand angle. Donc voilà ce que ça fait. Donc là, je suis flou sur... Tu veux pas? Non, ça marche pas? Tu veux... Non. Oui. Ouais, je suis là. Hein. Donc comme je suis à 5.6, le R6 déteste faire l'autofocus à plus que son ouverture nominale, donc c'est un peu chiant. Donc des fois ça va être bien et des fois il va me perdre complètement. Là la stabilisation a l'air d'être un petit peu... L'autofocus a l'air d'être un petit peu meilleur. Et vous verrez si c'est mieux que le A7 III. Donc je ne vais pas rester longtemps dans cette position là, hein. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne à la fois en qualité d'image et en stabilisation. Je vais descendre un peu là. Et on va s'arrêter un petit peu plus loin pour reparler de la Pocket 2. Donc là, contrairement à tout à l'heure, comme j'ai pas de mode priorité ouverture sur le R6, je suis à 5.6. Donc ce qui fait que l'autofocus du R6 est un peu moins bon comme la dernière fois. Et j'ai pas la stabilisation électronique, donc je suis vraiment à 14 mm sur les deux ou 15 mm sur la Pocket 2. Donc je vais m'arrêter pas loin là-bas. Et j'ai synchronisé le son, c'est pour ça que je fais sur la Pocket 2. La Pocket 2 marche vraiment très très bien, je l'ai comparé à la 7 III, donc comment vous étonnez pas si la 7 III a peut-être des meilleures couleurs, c'est que ça me permet de comprendre que je pouvais retoucher bien mieux mon A7 III, et c'est là où on peut voir peut-être les limites de la Pocket 2, mais ce qui sera très bien, c'est que notamment si vous êtes débutant, la Pocket 2 a des très très bonnes couleurs de base, peut-être pas autant retouchables que d'autres appareils, mais on est quand même avec une chose qui, sans retouche particulière, a l'air vraiment très très naturelle, donc c'est bien, et vous voyez que c'est très très net et que c'est plutôt agréable à voir en plein soleil. Par contre, dès qu'on va aller sur des choses un peu plus sombres, notamment en forêt et quand il n'y a pas de ciel, comme par exemple aujourd'hui, vous voyez que ça décroît un peu. Mais ce que vous pouvez voir aussi du coup, c'est qu'en comparant avec le R6 notamment, lorsque le R6 a des problèmes d'exposition, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, d'habitude il expose très bien, mais là il n'a pas voulu. Donc c'est une situation où je vois que le R6 n'assure pas forcément. C'est peut-être dû à l'objectif non natif qui est le Samyang 14 mm 2.8. Ce qui est bien, c'est que du coup j'ai pu comparer les focales, mais vous allez voir du coup que on a beau avoir des appareils photo qui peuvent faire de la vidéo en plein format avec 10 bits sur le R6, et il y a des situations où vous n'arriverez pas à faire mieux qu'avec la Pocket 2, parce que au final une vidéo bien exposée c'est toujours mieux que quelque chose de surex où on n'a aucun détail qu'on peut retrouver. Donc des fois cette dynamique un peu pas forcément très très bonne sur ce dessiné-like, eh ben elle est quand même tout à fait acceptable. Donc moi la Pocket 2 je l'utilise surtout pour faire du vlog et peut-être des fois filmer quand je randonne. En fait j'ai ma sangle, et vous avez peut-être pu le voir dans d'autres vidéos ou dans une en particulier, que j'ai de quoi l'attacher sur une sangle, et ça m'arrive de juste filmer l'avant. D'ailleurs ça pourra me permettre des fois en vlog avant que j'ai de quoi pouvoir prendre le son de manière en wireless sur le A7 III ou sur le R6.
d'avoir le son de la Pocket 2 avec, par exemple, vlogger avec le A7 III et filmer la direction où je marche avec la Pocket 2. Et donc, de cette manière-là, j'étais assez intéressé plutôt juste par l'hyperlapse, parce que faire du timelapse, je préfère mieux faire ça à l'appareil photo, et puis de toute façon, il faut le fixer, donc ça ne me servirait pas lorsque je randonne. Et l'hyperlapse, c'est pas forcément de très très bonne qualité. Alors, ce que je comprends pas, déjà, c'est que il n'y a pas d'option pour le mettre dans le format que vous voulez, à savoir qu'il va tout mouliner après dans un format particulier qui est du 30 images par seconde, suivant comment vous le choisissez, ce sera du 4K ou du 2,7K ou du 1080p, comme les formats vidéo. Donc il faut que donc ça part en 30 images par seconde, donc moi qui fais du 24 images par seconde pour optimiser le bitrate notamment, puisque c'est souvent là qu'on a le meilleur bitrate en général, puisque à 30 images ça reste le même, et puis à 60 images c'est souvent une base 30 multiplié par 2, donc je préfère mieux rester à 24, mais je peux pas choisir 24 déjà. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que ça doit être un problème de compression avec YouTube, parce que dès que je fais mon rendu en première, que ce soit avec ce qu'il y avait de Sony, du R6 dans la vidéo, avec de l'hyperlapse, il n'y a aucun problème, donc je vais vous montrer ce que ça donne là, avec plusieurs tests des vitesses d'hyperlapse, mais ça se traduira sûrement très très mal sur YouTube, et au final je me suis dit, mais pourquoi faire un hyperlapse au final? Et vous pouvez vous dire, mais pourquoi tu te dis ça? J'ai tout simplement juste à filmer et à l'accélérer au final, puisque je vais pas perdre de framerate en faisant ça, puisque je fais pas de ralenti. Donc ce sera toujours au final mieux que de faire cet hyperlapse qui est compressé d'une façon qui plaît pas à YouTube, et donc qui va devenir très très moche en arrivant dessus, de le faire directement en vidéo et de après augmenter la vitesse artificiellement, et ce sera beaucoup mieux je pense. Donc vous pourrez voir ça ici, puisque j'ai fait un exemple où quand je me suis posé la question, donc ce sera pas au même endroit, mais voilà. Moi, je me pose pas la question parce que la Pocket 2, je préférais la choisir par rapport à un smartphone, mais il y a beaucoup d'entre vous qui pourraient se poser la question, et notamment, comme je l'ai dit, le fait de, d'avoir besoin d'un bon téléphone déjà pour pouvoir activer la Pocket 2. Moi, c'est anti-ergonomique pour moi, parce que c'est un concurrent des smartphones. Donc utiliser un smartphone comme interface déjà pour la Pocket 2, je trouve pas ça très intéressant, parce que souvent les seuls smartphones Android compatibles avec la Pocket 2 font souvent de la vidéo égale, voire mieux, pas en colorimétrie, mais mieux en général dans le reste, stabilisation un peu plus naturelle, puisque stabilisation électronique. Maintenant c'est devenu la norme, qui marche très très bien, à tel point que des gimbals pour téléphone, ça marche vraiment, ça sert plus à grand chose. Et donc c'est une question qu'il faut se poser, pourquoi DJI a fait en sorte que ça marche comme ça. Bien évidemment aussi avec les problèmes de compatibilité avec Android, je peux pas utiliser mon téléphone qui pourrait normalement marcher, je sais pas comment ils ont optimisé leur application. Je sais pas si c'est des protocoles de sécurité qui empêchent l'application de s'installer suivant des problèmes qu'apparemment a DJI avec des règles. Hein. Je ne dirais pas lesquelles parce que je m'y connais pas là-dedans, mais apparemment ça violerait certaines règles, et donc ça fait que certaines choses, il faut les télécharger sur le site, notamment certaines mises à jour pour Android sur leur drone. Et donc ça vous oblige aussi à acheter un iPhone pour vous en servir. Et donc, oui, certes, il n'y a que les iPhones récents qui font de la bonne vidéo, mais on peut vraiment se poser la question de est-ce que c'est plus intéressant au final que un téléphone. Après ce sera suivant ce que vous aimez, parce que il y en a qui aiment la stabilisation gimbal et il y en a qui aiment pas du tout. Le problème surtout sur la Pocket 2, c'est comme elle est vraiment très légère, les mouvements brusques en fait ça paraît vraiment très étrange, et moi ça m'arrive de parler en bougeant les mains, et donc ça arrive qu'il y ait des mouvements où la nacelle essaye de les rattraper, et ça fait des choses vraiment très très étranges. C'est pas la faute de la nacelle, hein, c'est juste que comme elle est légère, on peut facilement
la faire aller vite, et donc ça entraîne des mouvements totalement étranges avec la nacelle, sans que forcément ce soit de sa faute, hein. Avec un gimbal normal, on a déjà le poids de l'appareil photo plus le poids de la gimbal, donc on est souvent très très stable, donc on n'a pas des mouvements souvent très étranges lorsqu'on utilise ces accessoires-là. Cependant, il y a d'autres arguments pour la Pocket 2, hein, notamment le fait que ce soit pas un téléphone, parce que si vous êtes vidéaste et que vous voulez de temps en temps avoir un plan facile à faire pour du making-of ou des choses dans le genre, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir affaire à des câbles TRRS vers TRS. Si vous voulez mettre un micro externe par exemple sur votre téléphone, et d'ailleurs l'audio d'une Pocket 2 sera souvent bien meilleur que celui des téléphones, même nativement, hein, puisqu'on a un micro sur chaque face, donc même si ça peut prendre ce qui se passe autour et qu'il n'est pas forcément assez intelligent pour dire ah il faut pas que je prenne les voitures sur le côté quand la personne parle, on a quand même une bonne spatialisation et souvent la voix est très très bien rendue par les micros internes de la Pocket 2, il y a souvent juste un peu plus de bruit ambiant, alors que souvent sur le téléphone c'est très très compressé, vous n'avez aucun contrôle dessus. Là vous aurez un contrôle en volume et en décibels. C'est ça que j'ai pas compris, c'est qu'il y a un double contrôle et c'est ça qui va peut-être un peu être problématique dans la Pocket 2, c'est que des fois il y a des trucs que vous ne les comprendrez pas. Mais ça en fait quelque chose d'intéressant du coup par rapport au smartphone, notamment aussi avec ce micro wireless. Du coup, après avoir dit certains défauts qu'elle pouvait avoir, bien évidemment, voilà, du coup, ce sera pas la meilleure caméra du monde, mais il y a vraiment des choses très très intéressantes avec. C'est pour moi un engin très très facile à utiliser. Engin, ça fait assez bizarre de dire ça comme ça. Ça va être très intéressant, notamment lorsqu'on n'a pas forcément envie de sortir son matériel photo, qu'il fait pas forcément très beau, mais qu'on veut quand même aller se promener. Moi, ça me sert notamment à commencer à filmer, regarder, dire non c'est pas bon, faut que je le fasse avec une autre caméra, non ça va, je peux continuer, ou ça me permet d'avoir des idées et de me dire ah je pourrais peut-être faire ce plan là avec la Pocket 2, ou des fois j'ai même pas besoin d'y penser, je la pose sur mon sac, je marche et j'ai juste un plan où je filme, où je peux la garder à la main comme ça pèse rien du tout, je l'oublie complètement et je fais ma vie avec, et la nacelle elle est capable de compenser les mouvements que je fais pendant que je l'utilise. Et donc ça c'est vraiment très très bien de ce côté-là. On peut parler de la batterie, à dire il y a des petits problèmes, on peut pas la changer, mais là où j'étais très étonné, c'est qu'avec une powerbank, j'ai dit, avec une powerbank qui va vous permettre de faire de la power delivery, ce qui va être intéressant, c'est que ça m'est déjà arrivé de vouloir prendre la Pocket 2, de me dire ah mince, j'ai pas chargé la Pocket 2, je sors avec. Je prends ma powerbank, je la mets dans mon panier puisque j'ai un espèce de poche kangourou comme on appelle ça sur un sac, donc c'est souvent une poche externe qui peut vous permettre de mettre des choses sales ou normalement un casque militaire, mais là ça me permet de mettre ma powerbank et de la brancher directement dans la Pocket 2 et de la retourner le sac et de prendre directement la Pocket 2, et donc en je sais pas 15 minutes c'est chargé, puisque la batterie fait 7050 mAh ou un truc dans le genre. Non, 750 mAh, il y a un petit problème dans mon calcul là. Et donc c'est, pour 1h50 de vidéo, c'est vraiment pratique. Il y a juste un petit défaut, c'est que le micro n'a pas eu vraiment le même traitement. On est sur du 350 mAh, sauf qu'il accepte pas la charge rapide. Et de base, la charge elle est vraiment très lente, c'est le truc le plus lent à charger, hein. Pour exemple, une batterie LPE6 NH du R6 se charge plus vite que ça. Y a pas de... Et puis même, il y a des powerbanks qui ont... Enfin, ça a des bités tellement faibles en électricité, enfin, ça demande que des fois j'ai des powerbanks qui s'éteignent avant de l'avoir, chargé complètement. Lui, il veut de la batterie, mais la powerbank, c'est elle-même éteinte. Donc voilà. C'est un petit problème que j'ai avec ce micro. Il y a peut-être un petit problème aussi avec le Dead Cat. C'est fixé, donc il n'y a pas de problème là-dedans, à part un aimant. Sauf que, comme c'est portable, la Pocket 2, je la mets n'importe où. Hein. Je la mets dans mon sac, je la mets dans ma poche, je la mets là où ça rentre. Sauf que, c'est pas fixé ça, à la partie en plastique derrière, donc ça m'arrive régulièrement de le perdre et de devoir le remettre dessus, donc j'espère que je finirai pas par perdre soit le truc en plastique, soit le Dead Cat, hein, ça sera beaucoup moins utile sans.
Et voilà. Du coup, c'est là où je vais m'arrêter, je vais peut-être un peu conclure. Donc vous avez vu qu'en termes de qualité, ça peut donner de bons résultats, à défaut d'avoir des aussi bons résultats que du plein format, mais il faut aussi, comment dire ça, modérer ça, parce que lorsque vous avez vu l'exemple, la stabilisation du A7 III, naturel, mais où on voit un peu que ça bouge des fois. Des fois, ça me dérange pas du tout d'avoir ce genre de non-stabilisation, entre guillemets, puisque si c'était pas stabilisé, ce serait encore plus horrible que ça vibrerait dans tous les sens. Mais du coup, vous voyez que la qualité peut vraiment être acceptable pour la plupart des productions, à savoir que si vous la comparez pas à un 7.3, bon le R6 cette fois-là il n'était pas vraiment au rendez-vous, mais il se compare très très bien au R6, j'aurais pu le mettre là aussi, et la lentille grand angle, mais je vais pas faire ça, hein, juste pour m'amuser, mais j'aurais pu le faire. Parce que, comme vous avez pu le voir, le 20 mm match le 20 mm de la Pocket 2 et le 14 mm match à peu près les 15 mm de la lentille grand angle de la Pocket 2. Et donc moi j'en suis très très content, bien que ça ne remplacera jamais pour moi un A7 III ou un Canon R6, vous l'avez sans doute, vous en êtes sans doute aperçu, mais ça va être très intéressant dans le sens où, comme je vous l'ai dit, ça va me permettre de sortir sans avoir de, comment dire ça, des fois j'ai pas forcément envie de prendre l'appareil photo, et au cas où je peux prendre la Pocket 2 et me dire bah voilà ça va, je vais faire de la vidéo, alors que des fois ça m'arrive de sortir à un moment donné et de faire j'ai pas pris le A7 III, mais c'est quand même, ça prend trop de place, alors que la Pocket 2 me permet de faire des vidéos assez simplement, et le cas échéant de juste me dire voilà j'ai essayé de faire quelque chose, ça a pas marché, mais je l'aurais quand même fait parce que j'ai la Pocket 2 sur moi, ce qui serait pas le cas avec le R6 ou le A7 III. Et donc c'est ça qui va être très intéressant avec ça. Donc pour résumer, du coup, c'est pas la meilleure qualité, il y a des défauts, le préampli peut des fois avoir des craquements lorsque on est en connexion Bluetooth, je sais pas si c'est vraiment le préampli interne ou quoi que ce soit, malgré aussi qu'on ait le micro, on peut quand même un peu prendre des petits scrunch ou des petits sac comme il a, comment dire, beaucoup de trucs en polycarbonate et des trucs comme ça dessus, ça fait beaucoup de bruit. Souvent je ne sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est pas juste la sangle de poignée qu'il y a autour de la Pocket 2. Mais à part tous ces petits défauts, c'est quand même un outil qui, comment dire ça, pourra vous permettre d'avoir des vidéos de bien meilleure qualité, très simplement par rapport à ce que vous pourriez avoir avec par exemple un APS-C d'ancienne génération. C'est ça qui va être quand même assez intéressant avec la Pocket 2. C'est que ce que je vois, c'est que ça donne des résultats similaires, voire meilleurs que ce que je pouvais avoir avec mon 80D, tout en ayant une stabilisation tout le temps, tout en ayant la capacité d'être isolé du vent tout le temps lorsque vous prenez le Creator Kit. Donc c'est vraiment très très bien. Je n'irai jamais dire que c'est exceptionnel, mais ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est qu'on a des très bonnes couleurs directement, peut-être pas forcément une très très bonne dynamique, mais lorsque c'est bien utilisé, comme sur certaines de mes vidéos, ça ne se voit pas ou pas trop, et donc quand même vous aurez quand même l'important, donc souvent votre visage, si c'est pour faire du vlog, qui sera quand même souvent bien exposé. Mais du coup la Pocket 2 vous permettra d'achever des résultats quand même assez bons sans avoir trop d'efforts à faire. Par exemple sur le A7 III, je peux avoir de très très bonnes images, donc j'ai encore quelques petits réglages à faire pour que ce soit optimum, notamment pas trop accentuer certaines couleurs comme le rouge, comme je l'ai fait la dernière fois, si vous avez vu ma vidéo sur le A1. Et donc ça me demande moins de travail en général sur la Pocket 2 que sur l'A7 III. Donc le A7 III et le R6 peuvent avoir de bien meilleurs résultats, mais c'est au prix de un peu plus de temps et de frustration que la Pocket 2. Mais certes, c'est vrai, juste pour en parler, que vous aurez jamais la possibilité d'aller vraiment beaucoup plus loin avec la Pocket 2, comme des appareils photo, genre comme mirrorless, comme le A7 III ou le Canon EOS R6, mais pour moi c'est pas du tout fait pour ça la Pocket 2, c'est fait pour pouvoir partir dehors, faire des vidéos, et c'est ce que ça me permet de faire, donc j'en suis très très content, elle va rester avec moi très longtemps, elle s'intègre très très bien dans mon workflow au final, donc ça ne me pose pas de problème, peut-être des fois un peu quand il fait pas beau, mais
voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un peu complexe pour moi d'en parler parce que je l'adore cette Pocket 2, mais j'admets tout le temps, j'admets volontiers ses problèmes. Et donc ça fait un peu, il y a deux parties de moi qui s'opposent lorsque je la teste. La partie qui est là, ouais, je peux juste la prendre comme ça, elle est assez solide, mais il y a ces petits problèmes où des fois la nacelle peut décrocher, il y a ce micro qui des fois, et la qualité d'image, de genre, il fait pas beau, Pocket 2, voilà, ça va pas être terrible. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et moi, je vais vous donner rendez-vous bientôt dans une autre vidéo. Et je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.